Moi, je suis Jean-Christophe Liobet, je suis associé chez EY Faber-Novel. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qu'on a voulu concevoir autour du concept des champions du monde du sport business, en partant d'un constat, c'est que je regardais ce matin, il y a 890 médaillés olympiques, jeux d'été, jeux d'hiver en France. Donc on peut considérer que c'est une définition d'un champion du monde du sport. Et comme on le disait ce matin, il y a 112 000 entreprises dans la filière sport. J'ai pas le chiffre, et je pense que c'est un chiffre subjectif, combien il y a de champions du monde dans la filière sport business. Je pense qu'il y en a moins que sur les terrains et que sur les pistes. Et qu'un des objectifs de l'initiative Sport Définition, c'est à horizon 2028 de développer le nombre de champions du monde. Voilà, et c'est comme dans le sport, dans le business, devenir un champion du monde, c'est compliqué, c'est pas facile, ça prend du temps. Et on a voulu vous partager ce matin des retours d'expérience de gens qui l'ont fait. Et de gens qui les accompagnent. Donc voilà, on aura le regard et le recul d'Isabelle de Crémou, CEO de Seven Church, et je vous laisserai chacun de vous présenter, qui est un fonds d'investissement qui accompagne notamment de nombreuses entreprises, notamment dans le sport. Et puis on a des dirigeants, entrepreneurs, qui ont réussi à créer des leaders mondiaux dans leur catégorie. Eric Babola, donc moi il y a un chiffre, j'adore le tennis, il y a un chiffre qui me marque chez Babola, c'est 150 ans, l'anniversaire l'an prochain, et c'est une société qui a été créée un an après la création du tennis et qui depuis est associée étroitement à ce sport universel. Les mousquetaires, Suzanne Lenglen, Borg, Yannick Noah, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz qui s'est qualifié hier pour la demi-finale de Roland Garros. Voilà, c'est des champions avec lesquels vous avez noué une relation. Tu vas nous expliquer ça, Eric. Et puis Alexandre, qui ancien DG de Lacoste, de Fusalp, board member aujourd'hui, aussi qui vous partagera un peu comment ils ont fait, les défis, les challenges que ça représente. Je vous propose ce matin d'aborder 3 thèmes avec eux, et puis on prendra vos questions si vous en avez. D'abord, c'est un champion, c'est quelqu'un qui se différencie, qui fait la différence. Et donc, c'est quoi les attributs d'un champion dans le sport business, les avantages compétitifs? Deuxième moment, ensuite, il faut accélérer, devenir champion, passer à l'échelle. L'international, c'est un point important. Donc voilà, quels sont les facteurs clés de succès, les défis. Et puis troisièmement, performer aussi pour un champion du sport business, c'est performer sur la durée. C'est ça la différence peut-être avec l'analogie d'un sportif, c'est qu'il y a la limite d'âge qui intervient pour un sportif, ce qui n'est pas le cas pour une entreprise. CF, les 150 ans, où je crois que Lacoste a 90 ans. Je parle sous ton contrôle, Alex. Donc je crois que c'est dans les années 20, etc. Donc voilà, donc in fine, comment une entreprise peut performer sur la durée, c'est un thème d'actualité. Donc voilà un petit peu, et je vous présente, je vous propose de vous présenter brièvement. Et attends, tu oublies Fusalp qui a 71 ans quand même aujourd'hui. Je l'oublie pas, on va l'aborder. Et Alexandre et moi sommes habillés en partie en Fusalp aujourd'hui, donc un peu de pub pour Fusalp. Eric, je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous, oui, je m'appelle Eric Babola. Je suis effectivement un entrepreneur d'une dynastie familiale, dans le sport en particulier aujourd'hui, qui est le tennis, le badminton et le paddle. Et on s'occupe d'une marque qui s'appelle Babola, qui est la marque spécialiste de l'équipement des amoureux des sports de raquettes, à savoir le tennis, dont on parle beaucoup, mais aussi le paddle. Alors pas le stand-up paddle, le paddle avec des raquettes, et le badminton. Et on fait ça effectivement on fera ça depuis 150 ans l'année prochaine, puisque l'histoire de la marque avec le sport est née en 1875 par l'invention, par mon arrière-arrière-grand-père, Pierre Babola, du cordage pour raquettes de tennis, à la naissance de ce sport. Et c'est 2 ans avant le premier Wimbledon, pour vous dire à quel point c'est vieux, parce que Wimbledon, c'est généralement le plus vieux truc dont on parle du tennis. Et le petit lien, ou le lien fort avec Alexandre ou avec Lacoste, c'est que René Lacoste était, avec ses acolytes, les fameux mousquetaires du tennis français, en même temps qu'une des premières femmes sportives du monde qui s'appelle Suzanne Lenglen, les premiers champions, les premiers héros mondiaux du tennis. C'est pas parce qu'ils sont français qu'on en parle, c'était les champions du monde. Et donc depuis 1875, voilà, c'est de l'innovation pour les amoureux dans les clubs, mais portée au plus haut niveau par les champions, à commencer par les mousquetaires et Suzanne Lenglen jusqu'à Nadal, Alcaraz, Enco aujourd'hui, qui sont les meilleurs faire valoir de nos produits sont pas mal, parce que si les gens jouent et gagnent avec, c'est intéressant que les joueurs dans les clubs fassent pareil. Isabelle. Alors Isabelle de Crémou, moi je dirige Seven Church Partners, donc une société qui investit et qui finance l'innovation de dizaines et de dizaines d'entrepreneurs, puisque aujourd'hui on est actionnaire de plus de 160 entreprises innovantes, en France bien sûr, mais pas seulement, dans le reste du monde également. Et fille d'entrepreneur moi-même, par mon père dans les télécoms et par ma mère dans le skincare,
L'innovation, ça a alimenté mes dîners de toute mon enfance et de toute ma jeunesse. Et maintenant, c'est moi qui empoisonne les dîners de mes enfants avec l'innovation des centaines d'entrepreneurs qu'on finance. Donc l'innovation, c'est au cœur du démarrage des belles histoires, comme l'innovation dans les cordages qu'on vient de dire, dans le segment du sport comme dans tous les autres segments. Alexandre Fauvet. Donc, moi, je me battais enfant pour arracher des cordages VS de Babola à quelques joueurs de tennis pro parce qu'ils étaient trop chers pour moi. Et au-delà de cette petite anecdote, en fait, j'ai grandi dans le tennis, en effet. J'ai eu la chance même d'être sélectionné en équipe de France des moins de 16 ans. J'étais pas assez doué avec un garçon qui s'appelle toujours, d'ailleurs Cédric Pioline, qui lui a fait une carrière. Alors il n'était pas en Babola, c'est pas bien ça. Mais il avait néanmoins, en cordage si, il avait néanmoins une caractéristique, c'est qu'il jouait avec la raquette métallique Lacoste. Et ça, c'est aussi une innovation française absolument magnifique, puisque c'est la première raquette qui n'était donc pas en bois. La dernière raquette en bois, d'ailleurs, qui a gagné un grand chelem, tu sais ce que c'est, Eric ? Tu sais ? Le coq sportif. Exactement, Yannick, ouais. C'est Yannick avec le coq en 83. Et donc, voilà, en fait, un petit peu plus tard, j'ai rejoint Lacoste, responsable Asie, puis Amérique du Nord, etc. Et je suis resté 15 ans, en fait, chez Lacoste, en charge du business development et des licences. Monsieur Lacoste, Bernard Lacoste, qui a fait véritablement de cette marque une marque mondiale qui m'avait recruté à l'époque et qui est devenu en fait mon mentor. Et puis quand je suis sorti de cette aventure Lacoste, puisque la famille Lacoste a vendu un groupe helvétique, le groupe Moss, eh bien je voulais repartir vers une aventure entrepreneuriale. Et Lacoste était un point d'observation pour moi fabuleux, d'autant plus que comme j'étais patron de l'international, je voyageais évidemment énormément. Et j'avais identifié en fait dans le milieu de la mode, du sportswear, qui est un milieu en évolution permanente, la nécessité d'intégrer des innovations d'ordre technique, et on en parlait d'ailleurs avec Isabelle, avec les nouveaux matériaux, qui soient déjà à impact plus faible si possible, hein, mais qui aussi aient des propriétés mécaniques qui accompagnent nos nouveaux modes de vie. Je prends souvent l'exemple de la sneaker aujourd'hui, sauf Isabelle évidemment qui n'est pas qui est pas à la page, mais en fait on fait du sport toute la journée et ça on le sait. Et voilà, et ça on le sait. Donc et c'est ça qui m'a amené en fait à monter une petite structure. Et quand on est picousé aux marques, je me suis réveillé un matin en me disant mais j'ai pas de marque pour mon projet. Et là je me suis mis en quête de trouver une marque qui pouvait être le véhicule de ce projet-là, donc une marque technique issue voilà, d'un univers soit sport, soit outdoor. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Fusalp, qui était malheureusement en train de péricliter à l'époque. C'est un autre lien avec toi, Eric, d'ailleurs, parce que c'est région Rhône-Alpes. Et c'était vraiment une très très jolie marque avec une très belle histoire, puisque Fusalp avait été leader dans son passé avec... on va reprendre aussi voilà, le lien entre ces marques sportives et les champions, les grands champions. Évidemment, Jean-Claude Killy, en l'occurrence, 68, Grenoble. Et voilà, donc j'ai eu le privilège, avec mes associés, des membres de la famille Lacoste d'ailleurs, de redresser cette marque. Et on est passé de 6 à 60 millions avec une nouvelle, en 10 ans, pardon, et avec surtout un nouveau modèle économique axé sur le retail. Aujourd'hui, le retail, c'est 80% en fait de ce business. Voilà. Super, donc vous voyez, on a de la chance, on a des gens passionnants et inspirants avec nous pour cette table ronde. Alors, premier thème que je vous propose d'aborder, c'est voilà, les attributs du champion. Quels avantages compétitifs construire, développer pour pouvoir prétendre à devenir champion. Donc vous avez, à travers vos présentations, mentionné certains. Donc moi, ce qui me marque, et c'est mon biais, l'innovation produit. Il y a aussi l'écosystème, hein, ce que tu mentionnais, Eric, sur les partenariats avec les sportifs, etc. Il y a aussi la marque et le patrimoine, hein, qu'on échangeait avec Alessandre sur Fusalp. Et c'est aussi son cas, Eric. Voilà, tout le patrimoine historique, c'est quelque chose. Voilà, donc, je te laisse commencer, Isabelle, pour toi, avec ton regard d'investisseur, quand tu regardes un dossier, sur quoi tu percutes?
Quand on regarde un dossier, bien évidemment, on commence par voir est-ce que la solution qu'apporte la boîte est une innovation incrémentale ou une innovation de rupture, et est-ce qu'elle répond à des vraies attentes, à un vrai besoin, et est-ce qu'elle apporte une solution à un problème. Si le problème n'existe pas, est-ce qu'elle est capable de créer le problème, ou de définir le problème, ou au moins de l'adresser. Il y a énormément d'entreprises qui nous contactent avec des solutions qui sont mal pensées ou mal travaillées, et qui pourtant technologiquement sont assises sur une découverte ou un brevet qui est vraiment intéressant. Simplement, elles ne savent pas l'exploiter ou le formater de façon à vraiment être adéquate pour un besoin. Donc ce delta et cette capacité, soit elles l'ont déjà fait, soit et dans ce cas-là, elles ont pris un départ et on regarde leur marché et leur équipe, ou alors on les aide à formater cette innovation. Donc ça, c'est le premier point, l'innovation. Et puis évidemment, quand les innovations sont disruptives, ça ouvre des nouveaux segments. Et c'est vrai que ce n'est pas en améliorant les bougies qu'on a découvert l'électricité. Donc de temps en temps, il faut quand même sortir de la boîte un peu et raisonner complètement à zéro en regardant de quoi les gens ont envie, de quoi les gens ont besoin, et est-ce qu'on trouve une solution technique, peut-être dans un autre secteur que le sport, qui a une application dans le sport et qui permet de débloquer une situation. Donc ça, c'est l'innovation produit. Et après, une des caractéristiques qu'on voit dans les chefs d'entreprise ou les équipes de management du sport, et qui est assez différente des autres secteurs, c'est qu'ils sont très souvent passionnés de leurs produits. Dans les autres secteurs, pas forcément. Ils sont passionnés de leur fonction ou passionnés de certains défis qu'ils voient dans l'entreprise, mais pas forcément du produit. Dans les boîtes de sport, c'est vraiment quasiment 100% des dirigeants et des équipes managériales sont passionnés de leurs produits et sont eux-mêmes des sportifs. Et ça donne un mental d'équipe dirigeante complètement différent, avec des gens qui sont durs au mal quand les entreprises traversent des trous d'air, parce que ça peut arriver, et des gens qui jouent individuellement et collectivement le dépassement et qui cherchent vraiment le championnat. Et ça, c'est vraiment extrêmement adéquat à réussir une entreprise. Eric, toi, quel est un peu ton regard sur les avantages compétitifs que tu t'emploies, toi, à cultiver, développer chez Babola ? Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, on a la chance, dans nos métiers d'entreprise de marque de sport, de faire résonner chez nos clients, les utilisateurs, la passion, l'envie, c'est des choses positives. Normalement, quand on fait du sport, on n'est pas contraint. Donc, c'est un projet positif. Et cette passion, elle résonne dans les équipes ou dans les entreprises de la même manière. Et en plus, nous, dans nos sports en particulier, comme le tennis, si on le prend comme exemple, celui que joue Carlos Alcaraz hier à Roland-Garros, c'est celui que Alex joue dans son club. C'est le même sport, à des niveaux peut-être un petit peu différents, mais le matériel est le même aussi. Donc le lien du rêve, en plus du bénéfice technique, avec le champion. Et le champion, ça commence par le moniteur dans son club, ça commence par le jeune qui est bon, et puis il y a les stars qu'on voit à la télé. Nous, on équipe tout ce monde-là. Donc ce côté passion partagée, c'est un super moteur. Et effectivement, en tant que dirigeant, c'est super, et en tant qu'entreprise, d'être là-dedans, parce que c'est des moteurs naturels. C'est facile de se passionner pour ça. C'est facile aussi d'être inspiré, de se dire c'est quand même sympa d'avoir les produits sur lesquels on travaille toute l'année qui sont à la télé avec des champions qui brillent et qui font rêver les gens. Et sinon, j'allais utiliser un motto qui est on a la chance d'équiper des champions et pas les moindres d'entre eux. Et il y en a un qu'on aime beaucoup qui est un formidable champion qui s'appelle Rafael Nadal. Et quand on lui demande c'est quoi sa recette de succès, il dit c'est super simple en fait. J'aime ce que je fais et tous les matins je me demande comment je peux faire mieux. Je dis c'est marrant, moi en tant qu'entrepreneur c'est pareil et c'est facile à dire et il le montre que pour un athlète de haut niveau c'est super dur parce que d'appliquer ça tous les matins, d'être motivé, d'aller s'entraîner, de se dire comment je peux faire mieux, c'est un côté un peu maso de se dire quand est-ce que ça s'arrête, ça s'arrête pas un entrepreneur, et si on arrête de se poser la question, il faut arrêter de mener l'entreprise. Mais en tout cas c'est ce moteur là qui est là sur l'état d'esprit de l'innovation. C'est du produit souvent, c'est de l'usage, c'est comment. Et moi, je dis un autre truc, si j'ai encore 2 minutes. La relation entre une marque et un consommateur, c'est comme l'amour entre deux personnes. Et la meilleure preuve d'amour qu'on peut faire à quelqu'un, c'est très théorique, je vais demander à ma femme si elle le vit comme ça, c'est d'anticiper les désirs. C'est le meilleur truc. Si tu me le demandes et que je le fais, c'est bien. Si tu as anticipé que c'était bien, c'est encore mieux. Et je pense qu'en tant que marque, c'est ce qu'on fait avec nos consommateurs. On les observe et on essaye d'anticiper leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on innove. Parfois, on tombe à côté, mais si on n'accepte pas de rater, on ne fait pas d'innovation. Mais c'est là qu'on a des réussites. Je ne savais pas que j'en avais besoin et vous me l'avez proposé. Alexandre, toi, ça te parlera, je pense, l'émotion et cette passion. Oui, évidemment. Et
Alors moi j'aime bien parler de mes échecs aussi parce que je trouve que c'est un bon enseignement pour tout le monde. Parce qu'on est tous là à se dire oh, c'est formidable, on a réussi dans nos business, etc. Et en fait, sur un plan managérial, Eric a évidemment complètement raison et c'est beaucoup plus facile quand on évolue dans un univers aussi passionnant que le sport de motiver, fédérer les équipes. Attention néanmoins, il y a passion d'un côté, raison de l'autre, hein, donc c'est bien de l'assembler aussi. Isabelle qui sourit. Donc je me méfie toujours de mes passions, à vrai dire. Donc en l'occurrence, ça a été quoi l'échec pour moi? C'est que j'ai pas su emmener les équipes que j'avais sous la main. J'avais une trentaine de personnes. Alors aujourd'hui, FUSAP, c'est 300 personnes dans 9 pays différents. Mais à l'époque, c'était une trentaine de personnes à Annecy. Et en fait, j'ai compris pourquoi. L'une des premières interventions, alors justement, on fait le lien avec les sportifs. Et là, en l'occurrence, donc, j'étais dans l'univers du ski, qui est un univers que je ne connaissais pas ou pas bien. Et la première des choses que je fais, c'est que je dîne avec Antoine Deneria. Pourquoi Antoine? Parce que c'était le dernier champion olympique français, tout simplement, en 2006 à Turin. Et je propose à Antoine de devenir mon ambassadeur, enfin l'ambassadeur de FUSALP. Et il l'accepte très volontiers. Il n'y avait pas uniquement une histoire de... Antoine ne skiait plus, n'était plus coureur à l'époque, hein, d'ambassadeur. C'était aussi de développeur aux côtés de mes équipes produits. Et je pense que ça, c'est absolument essentiel. Et ce que je fais lorsque je réunis les équipes, c'est que la veille, je dis à Antoine, tu sais quoi, tu vas venir avec ta médaille d'or. Et là, je fais le pont avec ton histoire de champion du monde. Parce que champion du monde, ça va être quoi la définition de champion du monde pour FUSAP, pour Babola, pour d'autres? Et ce n'est pas la même définition en fait. Et donc c'est génial quand même d'avoir une médaille olympique en or en plus entre les mains. Bon, c'est pas du vrai or, hein, mais c'est absolument génial. Et je dis à mes équipes, et là on est en 2014, et je dis je veux gagner la médaille d'or à Beijing en 2022 pour les Jeux olympiques d'hiver évidemment. Première erreur. J'ai placé la barre beaucoup trop haute. À l'époque, FUSAP, c'était 90% du chiffre d'affaires en France et la moitié en Rhône-Alpes, à vrai dire. Et en fait, je leur dis néanmoins une chose, j'ai dit, mais attendez, nous, on va se concentrer sur ce qu'on sait très bien faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas être les premiers au tableau des médailles. L'idée, c'est de gagner la course qui nous correspond. Donc là, je prenais évidemment cette métaphore en disant, bah, nous, la course, c'est la descente. Et bah, j'ose dire que finalement, en 2022, on est devenu la marque la plus reconnue au monde dans l'univers du ski très haut de gamme, de luxe. Voilà. Donc finalement, tout est possible. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, une fois de plus, les équipes, on les emmène sur ce territoire. Mais avant de gagner Roland-Garros, il faut gagner les petits tournois, il faut gagner les challengers, etc. Et ça a été là mon erreur. On vit aussi une période, un moment de transformation technologique, environnementale. Est-ce que finalement, il y a des nouveaux actifs à développer? On voit avec des acteurs du sport, on a bossé nous récemment avec la Fédé de tennis française sur la valorisation de la data sportive à Roland-Garros. Donc finalement, tu parlais, Eric, de la proximité, d'anticiper les désirs de tes clients. Finalement, la data, c'est un souci. Donc dans quelle mesure la data, l'expérience, vous pensez que c'est aussi des nouveaux avantages compétitifs sur lesquels peut-être qu'on percutait moins auparavant, mais maintenant, à l'avenir, il va falloir qu'on percute plus? Alors, comme disait Nelson Mandela, effectivement, soit je gagne, soit j'apprends. et voilà, c'est l'occasion de parler d'un de nos échecs sur la data. On a innové chez Babola en 2014 avec une raquette connectée sur ce principe-là, en disant, en fait, en tennis, on a plein de sensations, plein d'émotions, mais on ne sait pas ce qu'on fait, on ne mesure pas. Des trucs tout bêtes comme le nombre de coups droits de revers, la vitesse de la balle. Alors si, quand on regarde les champions Roland-Garros, mais dans son club, parce que le tennis, c'est un sport assez ingrat, il ne faut pas bien jouer, il faut jouer mieux que l'autre. Et donc, nous, on était convaincus que la data allait être super utile pour ça. On a lancé une innovation, super, ça marche, 20 000 raquettes vendues sur la planète. Mais en fait, c'était un nice to have et pas un must have, parce qu'il y a ce côté... on est dans un univers toujours où la data n'est pas du tout là. On est sur du rationnel, sur de l'irrationnel total. J'ai bien joué, j'ai pas bien joué. Alors si en France on connaît vaguement son classement et le score, mais parfois on a super mal joué et on a gagné, et à l'inverse on a bien joué. Donc et on était trop peut-être en avance sur la data, en tout cas pour le grand public, et notamment les moniteurs de tennis qui nous ont vus en disant ouh ton truc là, ça va me faire perdre mon job. Alors qu'on dit non, les conseils que tu donnes, les gens vont le mesurer, donc ça va. Et en fait, pour le consommateur, c'était peut-être trop tôt. Pour l'industrie
dans la conception, pour les professionnels. Là, eux, ils l'utilisent. Donc, ça sert. Aujourd'hui, c'est plus peut-être de l'amont, de la data de vente, de la data de pourquoi les consommateurs aiment ça, quand est-ce qu'ils consomment, parce que grâce à notre produit connecté, on avait quand même plein d'infos, pas forcément inutiles, sur tiens, les gens ils jouent plutôt le soir et le week-end. Bah oui, la journée ils bossent, mais en même temps c'est bien de le mesurer. Mais un truc tout bête qui nous a fait faire une innovation sur la raquette, on s'est dit, mais en fait, tous les joueurs, quand on joue au tennis, il y a un truc qu'on appelle le sweet spot, et qui était jusque-là dessiné par nos ingénieurs comme le centre un peu mathématique de la raquette. Et nos data ont montré que tous les joueurs ils jouaient un peu au-dessus. Donc on s'est dit, soit ils sont tous mauvais, soit, et nos ingénieurs ont refait leurs calculs, en fait, il est plutôt là le sweet spot. Et donc on a reconfiguré nos raquettes, parce qu'entre la définition mathématique et l'usage qu'on mesurait par la data, donc on a appris industriellement, même si commercialement, effectivement, on a arrêté ces produits qui n'ont pas eu de succès, mais en termes de capture de la data et d'amener de l'intelligence, de la mesure, parce que quand on est dans le sport, on est dans l'émotion. Donc Alex, il va me dire, ouais, j'ai bien joué, j'ai bien tapé. Mais non, en fait, tu as marqué le point, mais la data va dire exactement ce que tu as fait parce que tu as senti. Et quand on parle au pro, c'est marrant, parce qu'il dit, moi, mon coach, il me dit des trucs, moi, je ressens des trucs, lui, il voit des choses, et on ne parle pas de la même chose, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc la data, elle vient donner des choses concrètes qui permettent de progresser, parce que si on ne mesure pas quelque chose, on ne sait pas si on progresse. Mais Eric, innover, c'est aussi persévérer, c'est faire des erreurs. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une erreur, parce que je pense que ça correspond vraiment à un besoin. Et comme je te le disais, donc j'ai joué avec cette raquette. Mais c'est une histoire de timing. En fait, dans les affaires comme dans le sport, le timing est roi. Donc avoir raison trop tôt, c'est avoir tort, ça va de soi. Et tu me rappelles quelque chose que j'ai fait aussi moi-même, parce qu'en fait, je suis obnubilé par la thermorégulation. Et je pense qu'en fait, nos vêtements sont stupides et qu'à un moment donné, les vêtements intelligents, ce sont des vêtements qui vont prendre en compte la température du corps et évidemment la température extérieure. Et en l'occurrence, j'ai développé des vestes qui étaient des vestes chauffantes. Voilà, il y avait plusieurs degrés de chauffage. Alors c'était assez mécanique, mais ensuite j'ai développé une innovation qui était en fait la phase 2 avec un Bluetooth qui en fait permettait de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'intervention du client lui-même. C'est la veste qui chauffait ou pas, d'ailleurs, en fonction, donc, une fois de plus, de capteurs. Bon. Ben, en fait, ça marchait en Chine, parce que les Chinois ont vu l'innovation, ont trouvé ça fantastique, et puis c'est à peu près tout. On n'était pas prêt pour ça, et c'était donc trop tôt. Mais c'est pas grave, pardon, sauf si ça fout par terre la boîte, hein. C'est pas grave. Ce qui est très très important aussi, je pense, dans nos métiers, mais alors là, on peut sortir évidemment du scope du sport, c'est aussi de sortir de sa zone de confort et de faire en sorte que nos équipes de développement aillent beaucoup plus loin. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en fait, j'ai noué un partenariat également dans le domaine de la compétition, parce que je voulais. Alors quand j'ai repris Fusable en 2014, c'était trop tôt, on n'était absolument pas prêt, on n'avait pas les ressources ni financières, ni les équipes en fait pour soutenir une équipe nationale, parce que le ski, ce sont des équipes nationales que vous sponsorisez, que vous équipez. C'est pas un coureur, c'est pas un skieur. Mais néanmoins, j'avais évidemment cette idée en tête, justement pour Beijing 2022. Et ça permet aux équipes. Alors la petite anecdote, c'est qu'on a équipé une petite équipe à notre taille, qui était jouable à notre taille, c'est la Grande-Bretagne, et que 2-3 mois après... Ouais, c'est pas joli, mais moi ça me faisait sourire, c'était après le Brexit, c'était parfait. Et donc, c'était la petite anecdote de voir des Britanniques qui couraient en marque française. Et la petite anecdote, c'est que 3 mois après, un Britannique gagne pour la première fois de l'histoire une Coupe du Monde, et en plus c'était Kitzbühel. Il faut savoir que en ski, Kitzbühel, c'est l'équivalent de Wimbledon ou de Roland-Garros en tennis. Mais ça, c'était aussi pas uniquement une histoire de com', c'était beaucoup de l'interne. Qu'on est capable. Alors, deuxième thème que je vous propose d'aborder, c'est le passage à l'échelle, l'expansion, l'accélération. Et donc, toi, Isabelle, finalement, quel est le playbook, les leviers que tu vois et que tu as tendance à favoriser comme investisseur en tant que là, plusieurs, tu parlais de diversification, l'international, etc. Oui, nous, on finance des entreprises qui peuvent aller de 0 à 80 ou 100 millions de chiffres d'affaires au moment où on démarre de les accompagner. Et évidemment, le stade de développement où elles en sont correspond à des besoins de développement extrêmement différents. Il y a un peu des paliers.
Et sur ces points-là, l'économie du sport n'est pas très différente des autres types d'entreprises, dans le sens où il y a vraiment la première mise sur le marché et le try and fail qu'il faut faire pour trouver l'accès au marché, pour trouver son positionnement, même s'il y a une partie de raisonnement en amont. Une fois qu'on est sur le terrain, il y a quand même le feedback à prendre en compte et à adapter. Et donc cette première période demande de l'agilité et demande des entreprises souples qui bougent vite et qui savent se remettre en cause et se reformater et se repositionner rapidement. Après, il y a la deuxième période où on se déploie à la fois sur son marché national et puis on commence à exporter. Donc là, il y a tout le principe de l'internationalisation. Est-ce qu'on fait des bureaux? Est-ce qu'on recrute? Est-ce qu'on passe par des distributeurs? Est-ce qu'on maîtrise ces canaux de distribution? Est-ce qu'on s'associe avec d'autres ou on le fait en solo? Enfin, toutes ces questions se posent. Et je pense qu'elles sont liées bien sûr au marché, mais elles sont aussi liées à l'ambition de la boîte. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire à terme, au-delà de cette première période d'internationalisation. Et puis après, il y a la période où on veut devenir numéro 1 des différents marchés sur lesquels on a commencé à aller et à exporter. Donc là, c'est différent. Il faut pas mal de capitaux. Il faut internaliser ce qu'on a externalisé pour préempter et garder les positions de leadership dans les différents pays à un moment où les autres arrivent, où les autres concurrencent, parce que les bonnes idées, ça se voit, et les bons produits, ça se copie. Donc ça devient un autre mindset. Eric, sur le volet international, je crois que Babola fait 20% de son chiffre d'affaires en France. Oui, alors non, on n'a pas suivi le modèle que tu décris. Parce qu'en fait, on a inventé un produit à la naissance du sport et on a été demandé, en tant qu'industriel, partout où ce sport se développait. Alors, comme dans beaucoup de sports, même si les Français ont fait beaucoup le tennis, c'est les Anglais qui ont mis les règles. Et ils ont le mérite, ces Anglais, d'aller mettre du tennis partout où ils étaient dans le Commonwealth, c'est-à-dire quand même dans pas mal d'endroits sur la planète. Et les joueurs de tennis, ils voulaient le produit qui allait bien, le fameux VS. Et donc, nous, industriels, on nous a demandé partout sur la planète et on a seulement pris en main notre réseau de distribution propre après la Deuxième Guerre mondiale, donc quasiment 100 ans après le début du produit, où c'était l'âge d'or de l'industrie, on n'en faisait pas assez, on nous en demandait, on essayait de les donner à ceux qu'on préférait. Dans les années 50, on a repris en main notre réseau de distribution en disant tiens, on va accompagner ce sport qui se développe et prendre en main, accompagner notre réseau commercial. Et voilà, c'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, donc c'est ni une petite ni une grande, c'est en plus une entreprise familiale, multi plein de trucs, multi-spécialistes, multinationales. Pas qu'on se prend pour une world company, mais on est nationaux plusieurs fois. On est américain aux États-Unis, japonais au Japon, etc. Donc comment une boîte petite, puisque c'est 450 personnes dans le monde, sur la payroll du groupe, c'est 11 000 personnes si on compte tous les gens qui travaillent toute la journée pour nous. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a embrassé sans le savoir le concept d'entreprise élargie. C'est-à-dire qu'on est allé vers les experts des marchés dans lequel il le fallait. On a, dans les 150 pays dans le monde dans lequel on est, on a 10 filiales. Les États-Unis, le Japon, la Chine et les principaux pays européens. Donc ça veut dire qu'on a 140 pays couverts par des importateurs, distributeurs, mais avec qui on travaille pour certains depuis presque 50 ans, en fait. Parce que pour être bon en Argentine, il faut être argentin. En fait, ce n'est pas les recettes françaises qui s'appliquent. Et si nous, on a le bon partenaire qui connaît les clubs, les magasins, la Fédé argentine, et qui fait le boulot et que c'est l'ambassadeur de Babola, ça marche. Et donc, c'est comment on anime ces gens-là pour qu'ils se sentent faire partie de notre écosystème, ce qu'on appelle la famille Babola chez nous, et qu'ils animent et qu'ils fassent que, et quand je parle des 11 000 salariés qui travaillent que pour nous, les gars l'importateur de Babola en Argentine, ses commerciaux, ses promoteurs, ils ne travaillent que pour nous, ils sont exclusifs. Donc, ils font partie de ces 11 000, même s'ils ne sont pas sur notre payroll. Et donc, nous, notre recette de ce côté multinational, c'est associer des gens qui sont bons dans notre domaine. On a la chance, notre sport, c'est le même partout sur la planète. Le matériel, c'est le même. Bon, alors, le climat, quand on est sur les vêtements, joue un petit peu. Mais sur les raquettes, sur les cordages, sur les chaussures, il faut à peu près les mêmes. Donc, c'est aussi une opportunité parce qu'à notre échelle, s'il fallait qu'on ait une offre différente dans 150 pays dans le monde, on ne pourrait pas. On a une offre qui est similaire et du coup, on s'appuie sur les proches, donc d'abord sur la réputation de nos produits, et ensuite on a structuré notre réseau international, et même en France, on était distribué on n'était même pas vendeur en France de nos produits, on était un industriel. Pour se dire, il y a certains pays où on a le savoir-faire de promotion, de travailler avec le retail, de travailler avec les lieux de pratique que sont les clubs. C'est le fameux glocal, quoi. Comment je suis une marque mondiale, mais comment, tu le disais tout à l'heure, parfois les gens ne savent pas que Babola c'est un nom de famille, ils ne savent pas que c'est une marque française. Non pas qu'on le cache, mais en fait c'est une anecdote pour ça avec un joueur qu'on avait encore avec Lacoste qui s'appelait Andy Roddick, numéro 1 mondial, numéro 1 américain du tennis, qui avait pendant longtemps le record de service avec notre belle raquette.
Et c'était à l'époque de la guerre du Golfe, je me souviens, c'était le lancement de nos chaussures à New York. Et un journaliste lui dit ouais, mais t'es un Américain, puis t'as que des marques françaises. Lacoste, bah voilà. Il a dit non, c'est d'abord des marques de tennis, c'est les experts, donc c'est pour ça que je suis avec eux. Et c'était on l'avait pas briefé sur la réponse, mais lui il se dit mais non, tu poses pas la question comme il faut. Moi je suis un meilleur joueur du monde, je veux le meilleur. Donc voilà. Et c'est cette réputation sur laquelle on s'appuie. On parlait de développement produit, sauf faire de ma part, tu as développé la chaussure avec Andy Roddick. Exactement. Écoutez, les passionnés, les amoureux, les joueurs dans les clubs et les professionnels qui sont une source d'inspiration que j'ai tout à l'heure, comme ils utilisent le même matériel que les joueurs dans les clubs, même s'ils le poussent, c'est le labo extrême, quoi. Si ça peut aller pour eux, ça va résister. Puis aussi, ça inspire le jeu d'Andy Roddick ou le jeu de Rafael Nadal avec son lift. Tous les joueurs ont envie de faire pareil. Et donc, si on arrive, et c'est ce qu'on fait, on permet à Nadal d'avoir gagné 22 grands chelems avec une raquette qui donnait plus de lift. Tous les joueurs qui disent tiens, c'est la tendance du jeu et je veux faire pareil. Si je regarde la raquette du champion, je l'essaye, il y a des chances que ça m'aide. Alexandre, ça résonne, pardon. Ouais. Des héros comme ça à l'échelle de l'international, puisque c'est comment on passe de local à international. Et puis je pense une fois de plus qu'on peut sortir du territoire du sport également, même si on est là pour le sport. Moi, mon histoire, elle est un petit peu particulière parce que, donc, comme je l'ai dit, j'ai fait 15 ans de Lacoste, et Lacoste, c'est 90% du chiffre d'affaires à l'étranger. Et j'ai rejoint une entreprise qui faisait 90% de son chiffre d'affaires en France. Donc en fait, évidemment, c'était l'une des premières questions, c'est comment faire pour regagner des parts de marché à l'international et redevenir une entreprise, entre guillemets, mondiale. Bon. Et donc ce processus, il est intéressant sur un plan intellectuel. On se dit, déjà, la première des choses, c'est ce qu'on peut appeler le right to play. Est-ce que moi, petite boîte PME donc basée à Annecy qui faisait 6 millions, est-ce que je peux partir à l'international? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Évidemment, avec quel produit? Je vais être face à des concurrents qui sont beaucoup plus puissants que moi, etc. Et donc moi, ma réponse au début, c'était très très simple, c'est de dire non, moi je ne peux pas me permettre de faire ça. Il faut d'abord être fort chez soi avant de devenir fort chez les autres. Bon, ça c'est déjà quand même un truc de base, hein, on est bien d'accord. Donc j'enfonce des portes ouvertes, désolé pour cela, mais on commence comme ça, humblement. Et ensuite, c'est le produit, évidemment, avec derrière le besoin du consommateur. Et moi, j'ai fait un truc simple, hein, on a fonctionné en cercle concentrique, voilà, progressivement. Mais ma secret sauce sur l'international, et j'ai fait plus de 20 ans d'international, c'est l'humain. Je me souviens avoir fait une présentation... Donc aujourd'hui, Fusap, c'est plus de 60% de son chiffre, une fois de plus, à l'étranger. Je crois qu'on emploie plus de monde maintenant, ou pratiquement plus de monde à l'étranger qu'en France. Donc en France, on a encore une très très bonne base industrielle à Annecy. Mais donc, j'étais intervenante d'ailleurs, je crois, de la BPI auprès des dirigeants. Et en fait, je leur disais, n'oubliez pas une chose, c'est que pour l'export, votre meilleur ami, c'est pas Zoom, c'est Air France. C'est Air France. La première personne dont j'ai dû me séparer, malheureusement, c'était mon directeur international qui m'expliquait que, ah non, il venait d'avoir un autre enfant et que finalement, il allait recruter un junior pour voyager à sa place. Non, 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 non. C'est pas possible. L'international, c'est pas dans son fauteuil à faire des zooms. C'est pas possible. Et la petite anecdote, en l'occurrence là, c'était avec la Chine, c'est que dans les négociations que j'ai vécues moi-même à l'époque de Lacoste, qui était assez puissant en Chine, en fait, vous avez en face de vous des interlocuteurs qui vous trimballent pendant 3 jours. Et là, ils commencent vraiment, vraiment à négocier, et c'est-à-dire évoquer des sujets qui fâchent. C'est comme par hasard le vendredi soir à 17h quand vous devez prendre votre taxi pour partir ensuite à l'aéroport et retrouver la famille pour le week-end. Eh ben, vous savez quoi, il ne faut pas prendre le taxi. Et voilà. Et ben, vous allez vous faire engueuler par votre femme et vos enfants, à juste titre, hein, d'ailleurs. Enfin, juste titre. Voilà, il faudra compenser. mais c'est ça la fibre de l'international. Vous ne l'avez pas, c'est pas la peine d'y aller. Si vous ne voulez pas voyager, ce n'est pas la peine d'y aller. Si vous voulez être champion de tennis, mais que vous n'aimez pas voyager, vous ne serez jamais champion de tennis. C'est ça la réalité. Une question aussi que j'avais pour toi, Eric. Donc, Babola a annoncé sa diversification dans le paddle il y a quelques années. Et comment tu fais tes choix, sachant qu'une entreprise familiale, généralement, c'est un focus long terme. Et j'ai vu il y a quelques années des interviews où tu disais qu'il y avait piano sur le paddle. Et donc, finalement, comment toi, tu regardes un peu les axes de diversification avec quelle boussole?
J'aime pas bien le terme de diversification parce que notre métier c'est les sports de raquettes et qu'effectivement le paddle c'est un peu un dérivé du tennis, c'est un cousin du tennis, mais avec notre dimension internationale, parce qu'on l'est, donc 80% de l'activité internationale, première marché les États-Unis, deuxième marché le Japon, troisième la France et 150 pays couverts. Notre réseau et notre présence à travers à peu près 20 000 clubs, 20 000 magasins, physiques ou digitaux, les spécialistes du sport, fait que le paddle, oui, nous on voit le paddle en Argentine et en Espagne depuis 20 ans et on se dit, ouais, ce truc c'est important. Ça tombe bien, c'est aussi dans les clubs de tennis en Espagne. Les clubs, ils souffrent un peu. Le paddle, ça remet l'énergie, ça ramène les femmes et les enfants. Donc, même si on essaie d'avoir une offre globale, on s'est dit OK. Et puis notre équipe en Espagne poussait fort. On est dedans, on ne voulait pas qu'on fasse ça. Et on a dit OK, on fait une exception, on fait un sport juste pour l'Espagne. On va apprendre. Mais on a démarré il y a 20 ans. Donc, et effectivement, ça fait un peu plus de 10 ans que le paddle commence à émerger. Et on dit OK, on le suit, on sait ce que c'est. On sait que pour que les gens jouent au paddle, il faut qu'il y ait des terrains. C'est aussi con que ça, mais on ne peut pas jouer au paddle, c'est parce qu'on a des raquettes. Donc, on suit de près, on essaie d'encourager, même si on n'est pas un acteur public, ou les gens qui veulent construire des terrains, leur expliquer comment, mais on y va aussi. Ça ne sert à rien d'avoir une offre et de frustrer les gens qui ne peuvent pas jouer. Donc, le piano, il n'est pas piano parce qu'on est une entreprise familiale et qu'on n'en prend pas de risque. Non, c'est de se dire, comme on connaît le truc, on sait où ça se passe, on connaît les raisons du succès en Espagne. C'est plus gros que le tennis en Espagne, le paddle, alors que le tennis en Espagne, c'est quand même un truc. Ils ont des champions, ils ont des infrastructures. Donc on avait compris très vite que le paddle, en fait, waouh, ça touche tout le monde et pas juste les gens qui savent jouer au tennis. Donc c'est fabuleux. Il suffit d'aller sur le terrain, comme tu le dis, à Madrid ou à Barcelone, et tu t'arrêtes à un feu et tu vois 50 scooters. Et sur 40 scooters, il y a des gens qui ont une raquette que paddle qui dépasse du sac à dos. Et il me semble qu'il y a un phénomène qui se passe là. Donc c'est avec des trucs tout aussi bêtes que ça qu'on se dit, c'est pas juste des sportifs. En fait, c'est un truc social, culturel du pays. Et donc, on avait les capteurs pour voir avant les autres que le paddle c'était important. On avait investi dans ce sport. Et donc, quand on a senti que c'était mûr, en Italie, là on y va, on accélère et on essaie de trouver les moyens dans notre métier de convaincre les gens. On n'est pas super convaincu que c'est la Fédé de tennis, par exemple, c'est les meilleurs pour supporter le paddle. On voit quand ça marche, il faut que le paddle il grandisse. C'est des investisseurs privés. C'est pas dans les clubs de tennis que ça se passe. C'est de l'entertainment. Donc ça, on le voit. Donc on est capable, par notre expertise, de prendre les risques et de sentir peut-être avant les autres quand est-ce que c'est en train de partir vraiment et pas juste l'effet de mode. Il y a un truc à la mode en ce moment, ça s'appelle le pickleball, le cornichon ball en français. C'est un truc très américain. Alors on en parle un peu partout dans le reste du monde. Peut-être que ça... Moi, je ne crois pas vraiment au pickleball au reste du monde, mais les gens ont envie d'essayer. Laissons-les essayer. En revanche, le paddle, de la même manière, les Américains en parlent un peu. Il y a 200 cours de paddle aux États-Unis. Je crois qu'il y a 400 000 cours de pickleball, donc on ne parle pas vraiment de la même chose. Et ce n'est pas parce que c'est à la télé que les gens jouent. Donc ça, c'est notre connaissance, nous, des pays, en y allant. Et des clubs, des fédés qui nous permettent de se dire il ne faut pas partir trop tôt, parfois on part un peu tôt, mais il faut partir au bon moment. Et je peux prendre l'exemple de l'Italie. Le paddle, ça n'existait pas en Italie il y a 3 ans. En 3 ans, c'est devenu plus gros que le tennis, parce qu'on a vu qu'il se passait ce qui devait se passer, c'était un mix entre les joueurs de foot, qui sont fans de paddle et qui, en termes de communication, ça tape un peu, surtout en Italie ou comme ailleurs. Les médias qui se sont mis avec les joueurs de foot et les investisseurs qui ont dit plutôt que construire un immeuble, finalement je fais des trucs avec terrain de paddle, ça rapporte vachement d'argent. Et la mayonnaise est prise. En 3 ans, le paddle est devenu numéro 1, enfin plus gros que le tennis en Italie. Alors comme en Espagne, en Italie, il y a une culture énorme et il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, il y a des terrains partout, il y a des investisseurs, ça construit, on peut jouer. Donc c'est... Et nous, on est numéro 1 en Italie du paddle parce qu'on est parti avant la vague et qu'on l'a accompagné. Super. Dernière question. Il y a un point, tu m'y fais penser, parce que diversification, moi, c'est un mot que j'aime pas trop non plus. Mais pourquoi ? Parce que, alors c'est nécessaire, hein, mais il y a, je pense que, et c'est ce qui se passe chez Babolat, en tout cas ce que je peux observer, c'est qu'il y a une forte identité. Il y a une vraie forte identité. Et ça se cultive en permanence. Et c'est ça qui permet en fait la cohérence derrière dans ces développements, que ce soit des développements géographiques de marché, ou des développements produits. Et c'est aussi la complexité en fait finalement du développement international, parce que aujourd'hui la petite anecdote, c'est qu'il y a 25 nationalités différentes chez Fusalp, qui est une boîte qui fait 300 personnes environ. Voilà. Il n'y avait que des Français quand je suis arrivé. Mais comment faire pour avoir une identité, un langage commun ? Ça, c'est un vrai défi. Je voudrais rajouter un point. C'est la difficulté, de rebondir sur ce que tu as dit, la difficulté d'écouter les signaux faibles. Et parce que l'avenir, c'est ça. C'est écouter les signaux faibles qui commencent à poindre et les capter les opportunités.
Et en fait, donc nous, on finance l'innovation, donc c'est plutôt des startups ou des PME. Et on remarque que les grands groupes viennent souvent nous voir en disant est-ce que nous, venture capitalistes ou les sociétés de nos portefeuilles, peuvent leur apporter des réponses à leurs questions, parce que la structure même de leur organisation, par business unit, responsable de PNL, ayant défini des KPIs sur lesquels les individus sont rémunérés et incentivés, tout cela est très pyramidal et font qu'au bout du compte, c'est excellent pour optimiser le développement et le déploiement des produits existants. Éventuellement faire de la R&D avec un plan de R&D qui réponde, encore une fois en top-down, pour trouver une offre à des besoins identifiés, mais c'est très mauvais pour écouter les signaux faibles. Et justement, une des forces des boîtes de taille plus petite, c'est non seulement de développer leurs produits, mais d'être constamment à la fois sur le terrain pour écouter les choses, voir dans certains pays les choses qui vont démarrer et qui vont déferler sur les autres. Dans certains domaines d'activité, les innovations et les produits qui vont se déferler sur d'autres segments. Et de passer pas mal de temps finalement sans approche top-down, mais au contraire avec une interprétation plus innovante probablement dans la méthodologie, c'est-à-dire une écoute des signaux faibles par les datas non triées et non pyramidales au début et d'en remonter les signaux, d'être capable d'identifier les besoins du marché de demain. Et ça, c'est vraiment très difficile. Et ça fait une transition. C'est ce que j'appelle la smart data. Ouais. Petite anecdote, il y a 15 ans, je suis dans les rues de Tokyo. Je vois un petit atelier, j'entre, et là, vous avez ces artistes en fait, du vêtement. Ils sont magnifiques. On les connaît en France. Ils s'appellent Yohji Yamamoto, Issey Miyake, etc. Parce qu'ils sont amoureux de la France d'ailleurs. Et ils défilent à Paris, pour la plupart d'entre eux. Et là, il y a un modéliste, celui qui façonne vraiment le vêtement. Et il fait une veste un peu comme celle que je porte aujourd'hui, complètement stretch, avec un zip qui n'est pas apparent, parce qu'il y a une boutonnière. La capacité de fermer ici le col, pourquoi ? Parce qu'en fait, à Tokyo, on se balade beaucoup à vélo. Et il me dit, mais en fait, il faut qu'on reste très formel, avec des vêtements formels. Et donc, il avait inventé un vêtement hybride, qui soit à la fois pour la pratique du vélo, et puis ensuite, lorsqu'il se retrouve dans les salles de conseil, où là, évidemment, vous avez une tenue, vous remettez la cravate, etc. Et ça, j'ai toujours gardé en tête en me disant, c'est l'avenir. C'est l'avenir du vêtement. Et en fait, donc, ce qui fait la force des ETI, des PME ou des startups, c'est justement la partie des équipes qui consacrent de l'énergie et du temps à remonter les signaux faibles et donc à trouver les applications de demain. C'est pas les gens sur la touche parce qu'ils n'ont pas de PNL à gérer. C'est au contraire la raison d'être de ces boîtes-là. Et une dernière question sur l'accélération. Comme on le disait, dans un nouveau paradigme. Est-ce que le numérique, les leviers du numérique, donc pour capter éventuellement les signaux faibles, mais aussi en termes de marketing, etc., sont des nouveaux outils pour accélérer davantage par rapport à leur... Rassure-toi Alexandre, on a bien entendu le message sur Air France et qu'il faut de la présence humaine à l'international. Mais dans quelle mesure vous voyez, toi peut-être Rick avec ton recul historique, ou Alexandre, est-ce que ça aide finalement dans le passage à l'échelle accélérée ou pas ? Oui, c'est un outil en fait. Et c'est, comme tu disais, l'international, c'est l'absorber, mais c'est pas se renier. C'est comment je suis différent, un petit peu comme quand tu vas t'habiller au tennis ou quand tu viens à une conférence, tu es toujours Alexandre, mais un coup tu es formel et c'est toujours toi. Donc c'est l'international, c'est pareil. C'est comment je suis moi là-bas, de cette manière-là. Première chose. Et après, être entrepreneur, c'est savoir ce que tu veux faire, ton positionnement. Tout le reste et le numérique sert ça. Mais si tu commences à dire je vais prendre du numérique pour trouver ce que je veux faire, tu te perds en fait. C'est valable avec tous les outils. Donc attention à ça, attention on va investir dans le numérique et puis on verra bien ce qu'on trouve. On trouvera rien en fait. Même si je crois beaucoup à la sérendipité, en cherchant des trucs on trouve autre chose. Mais si on ne sait pas ce qu'on cherche, on peut passer beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à brasser du truc, puis ça a l'air joli, hein, mais ça sert à rien en fait. Alors je vais faire écho à ce que tu dis parce que moi aussi je considère que c'est un outil. Peut-être qu'on est trop vieux, Eric, de ce point de vue-là, mais c'est évidemment un outil nécessaire. Petit retour d'expérience pour Fusalp, en fait j'ai fait un renoncement. J'aime bien parler des renoncements aussi, parce que pourquoi ? Parce qu'en fait, moi j'avais pas la chance d'avoir Isabelle à mon capital, donc j'avais des moyens très limités, même si j'avais aussi des actionnaires qui avaient un petit peu de sous à mes côtés. Mais en fait, et d'ailleurs c'est très sain, c'est d'être focus et d'avoir vraiment des priorités. Donc de renoncer.
Et j'ai renoncé à un truc qui est un peu fou dans la mesure où j'ai eu dans le passé une expérience en pilotant un site d'e-commerce, ou plutôt c'était de la diffusion musicale en ligne, mais bref. Et en tout cas, on était dans l'Internet. Et en fait, j'ai dit à mes équipes, vous savez quoi ? On va faire un renoncement sur le digital. En tout cas, dans un premier temps. Pour une raison simple, c'est que je voulais que mes clients viennent essayer mes produits. Donc là, il y avait une histoire de rapport physique. Et puis, on avait complètement réinventé en fait, l'offre et la marque, repositionné. Et donc, en fait, j'ai fait un truc très simple, c'est que le site e-commerce, quand je suis arrivé, c'était en fait une sorte de factory outlet horrible. Donc ça, j'ai complètement nettoyé. OK, ça c'était absolument nécessaire. Mais en fait, c'est vrai que j'ai renoncé au digital, en tout cas les premières années. Et c'est la raison pour laquelle finalement aujourd'hui, alors c'est indispensable parce que ça fédère une communauté, mais c'est aussi la raison, et c'est devenu peut-être un point faible chez Fusable, c'est vrai. Maintenant, on y va, on met des ressources, etc. Mais si vous regardez sur Instagram, Fusable, c'est que 100 000 en fait, members. Donc c'est faible à l'échelle du business qu'on commence à avoir sur un plan international. Merci. Troisième thème sur lequel j'aimerais terminer avec vous, c'est performer sur la durée. Ce que tu incarnes, Eric, avec les 150 ans de Babola. Pour moi, j'ai deux grandes questions et je vous laisserai prendre celles qui vous inspirent. D'abord, c'est une question pour moi de culture et de mindset, comme les champions sur le terrain. Et finalement, est-ce que là, on a beaucoup parlé d'entreprises familiales, Babola, Lacoste, Fusalp. Est-ce qu'il y a un supplément d'âme entrepreneuriale et de champion quand on est une entreprise familiale, parce qu'on est plutôt sur du temps long? Et puis, il y a le deuxième sujet qui est la transformation un peu environnementale, sociétale, qui est aussi clé, et notamment dans la filière sportive. Donc, comment vous appréhendez ces deux éléments? Je ne sais pas qui veut commencer. Je vous jette en vrac les questions. Moi, les différents Quand thèmes on ne sait pas m'inspirent. répondre, on donne le micro à Isabelle. J'ai remarqué. Elle est très bien, Isabelle, pour ça. J'ai remarqué ça. Les deux derniers points m'inspirent particulièrement. Alors, nous, on a créé un fonds d'investissement dédié au sport et au bien-être, et on l'a appelé Sport et Performance Capital. Donc, performance, c'est pas pour rien. C'est performance sportive, bien sûr. C'est performance financière, puisqu'on est dans le sport business. Ça veut dire à la fois performance financière pour l'entreprise, bien sûr, et ses actionnaires. Ça veut dire aussi performance financière pour ses salariés, ses collaborateurs et tous les partenaires externes. Et ça veut dire aussi que le produit a une vraie valeur pour les clients qui l'achètent. Et dans le domaine du sport particulièrement, comme on remonte toute la chaîne de valeur et que le produit est utilisé très fréquemment par d'abord les grands sportifs, qui sont des modèles derrière par les autres utilisateurs, je pense que ce mot performance, il est encore plus à sa place dans l'industrie du sport qu'il ne l'est dans la plupart des autres industries. Sur le thème de la durabilité, c'est évidemment la clé. On a parlé tout à l'heure de quels étaient les facteurs clés de succès de cette industrie. La data et la digitalisation sont un des points. Et tout ce qui concerne le tracking, on l'a déjà couvert. Mais la durabilité, c'est une demande extrêmement forte, comme dans toutes les industries qui ont des produits de grande consommation. Donc, demande extrêmement forte de tout l'environnement des clients et des collaborateurs en général. Et donc, nous, on voit énormément d'entreprises qui font des articles ou des produits de sport, aussi bien du domaine textile, du domaine métal, du domaine plastique, etc. Enfin, bon, donc, dans l'ensemble des articles de sport ou d'équipement, qui viennent chercher auprès de nous des solutions techniques pour remplacer le plastique, remplacer le tissu, remplacer le packaging, remplacer le papier, remplacer les sacs plastiques, enfin, remplacer tous les éléments des produits par des choses qui vont être avec des caractéristiques moins impactantes climat et carbone, plus locales et plus biodégradables à la fin de vie du produit. Et ça, c'est vrai qu'avec des innovations de sourcing, donc avec des matières premières qui viennent notamment beaucoup des algues, par exemple, il y a énormément de transformation des algues pour faire des produits comme ça dans l'industrie du sport. Donc ce sont des choses vraiment innovantes qui permettent de changer telle et telle partie d'un article qui, au final, aura des caractéristiques au minimum égales, voire supérieures. Donc, c'est un nouveau levier d'innovation. Et Eric, là, tout à l'heure, tu nous parlais de la joint venture que vous avez, notamment pour reproduire des baskets en France. Alors nous, c'est des tennis, mais les tennis, c'est le générique, les baskets. Oui, alors performance qui dure, ben oui, dans une entreprise familiale, alors qui peut être dirigée ou à capitaux familiaux, le long terme, il est évident, on est là pour durer, on ne fait pas des coups, on est là pour en se disant qu'est-ce que c'est que le coup d'après, qui rejoint aussi l'image du sportif. Roland Garros, c'est quoi? Le point d'après, j'ai perdu celui-là. Donc être focalisé sur le futur.
Ce qui ne veut pas dire renier son histoire. Moi, j'aime bien l'expression des racines et des ailes. On a une histoire pour la faire vivre, mais on n'est pas tourné vers le passé. Qu'est-ce que c'était bien l'ancien temps? Non, on respecte ça, c'est super. Comment on peut l'utiliser pour aller vers des choses nouvelles? Donc ça, moi j'appelle ça la tradition d'innovation. C'est comment on cultive cet état d'esprit. Et effectivement, tu parles d'un projet sur lequel on est associé avec un certain nombre d'industriels et BPI aussi, qui s'appelle ASF 4.0, Advanced Shoe Factory 4.0. Projet qui se trouve en Ardèche avec un industriel qui s'appelle Chamatex, qui en travaille déjà sur la tige de nos chaussures. C'est des gens qui sont très innovants, qui ont transformé un savoir-faire local sur le textile qui était basique et qui a périclité sur comment on fait des textiles techniques, pointus, innovants. Ça va de l'usage dans le rechappage de pneus, des combinaisons unifuges de Formule 1 et des tissus techniques et une façon de les tisser qui font qu'une tige de chaussure, en fait, habituellement, c'est plein de pièces qui sont collées les unes ou cousues les unes avec les autres. On fait des tiges qui sont multifonctions, monomatières. Donc on tisse et grâce à cette entreprise avec qui on travaille de façon industrielle, donc aujourd'hui on fait fabriquer nos tiges en Ardèche, on les envoie au Vietnam pour les monter sur les chaussures parce que la filière des chaussures de sport n'est pas en France, n'est plus en Europe depuis longtemps. Et on a décidé en 2020 d'investir dans une usine innovante, ASF 4.0, avec des choses qui étaient un peu improbables à l'époque, de dire on s'associe avec d'autres marques, Salomon, Millet, des industriels spécialisés dans l'automatisation et à la fois la robotique et les logiciels, des Siemens, des Bosch, l'industriel Chamatex, pour se dire nous, on va essayer de fabriquer localement, de façon automatique, des chaussures près du lieu de consommation en France. Il faut savoir qu'une chaussure de tennis, aujourd'hui, ça passe entre 1000 mains du début à la fin du process. Donc là, l'objectif au départ, c'était 15, on est plutôt à 80 personnes, et des robots qui font localement. Et donc, c'est le propre, je dirais, en tout cas de nos entreprises, de dire bien sûr qu'on travaille, on améliore le quotidien et on a toujours des pistes lancées en disant ce truc-là, on investit. Peut-être que ça ne marchera pas, même si c'est en train d'arriver. Salomon a lancé ses premières chaussures il y a quelques mois, les nôtres arrivent en 2025 pour nos 150 ans. On apprend plein de choses et on se rend compte, par exemple, que la filière des chaussures de sport n'existe pas en Europe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'EVA, la partie blanche là, qui est au-dessus, c'est interdit de production en Europe. Donc il faut l'acheter en Asie aujourd'hui. C'est con d'avoir une usine en Ardèche ou avoir des alternatives, mais il faut les créer parce que ça n'existe pas. Donc c'est pas juste de décider de faire une usine de chaussures en France, mais il faut tous les savoir-faire, il faut les retrouver, il faut les redévelopper. Et donc c'est effectivement le propre d'une entreprise comme nous d'avoir ce genre de fer au feu, de dire à la fois le day-to-day on l'améliore. Je ne sais plus quelle était la marque de, je sais plus, cette cuisinière qui disait en cuisine c'est comme un amour, il faut savoir innover tous les jours. De comment on met ça et apporter de nouvelles choses tout en lançant des pistes comme ça, parce qu'on peut se dire mais qu'est-ce qu'on va se perdre là-dedans? Est-ce qu'on va y arriver? Nous, on est plutôt dans l'usage, on n'est pas dans l'industrialisation. Si, on est prêt à investir, peut-être à perdre, mais on sait qu'on peut plus apprendre qu'autre chose dans des sujets qui rejoignent et l'innovation et la sustainability, de dire demain, je sais on a pas mal débattu avec nos associés de dire c'est super, on va faire du Made in France. Je dis oui, mais c'est super pour vendre des chaussures au Japon. Non, on va faire du Made in local, c'est-à-dire qu'on va avoir une usine en Europe pour l'Europe, une usine en Amérique pour l'Amérique, une usine en Asie pour l'Asie, quand ça aura marché. Le démonstrateur et la première, elle est là, mais le modèle, il est sustainable, c'est-à-dire demain, je consomme proche, voire je recycle. Donc évidemment, c'est des projet qu'on a, et j'allais dire encore plus, c'est même pas d'être une entreprise familiale, on est dans le sport et la santé. Si c'est le sport et la santé, c'est pour abîmer la planète, il y a un petit problème quand même. Donc on a la chance, ou la malchance, que le Covid ait fait réaliser à plein de gens qu'une des meilleures façons d'être en bonne santé, c'est de faire du sport. Bon, il y a des sports qui sont des jeux, comme les sports de raquettes, c'est plus marrant que de faire du... Et donc, profitons de cette opportunité, cette aubaine que le sport... Il y a beaucoup de gens qui ont capté ça, beaucoup plus qu'avant. Ça a vraiment été un déclic. Mais effectivement, ça se doit d'être sustainable. Et nous, effectivement, entreprise qui a 150 ans, la pérennité, ça nous parle. Et pas seulement pour nous, pour l'environnement, forcément. Alexandre? On est sportif, donc on se tourne tout le temps vers l'avenir. On a envie de développer, on est excité, on est passionné. Ça, c'est la base, en fait. Après, il faut qu'on emmène nos équipes. C'est toujours peut-être un tout petit peu plus compliqué parce qu'on n'est pas, on n'a pas tout le monde, évidemment, à même niveau et au même rythme. Je rappelle souvent qu'en fait, on va au rythme de l'élément le plus lent. Donc, essayer de faire en sorte que celui qui est le plus lent, il accélère un peu également. Durabilité, évidemment, durabilité. Et en fait...
Alors moi j'ai fait un truc assez passionnant, ça s'appelle Convention des entreprises pour le climat. C'est pendant 1 an, on est un peu enfermé pendant 2 jours, tous les 2 mois grosso modo, à échanger sur les nouveaux business models. C'est absolument passionnant et moi je crois beaucoup à cela, au nouveau business model. Évidemment, nouvelle conception. Chamatex est aussi fournisseur de Fusable d'ailleurs, et de réfléchir peut-être aussi un peu différemment. Quand j'étais chez Lacoste, j'étais en charge de projets innovation, et en fait, j'avais dit, en 2000, je crois que je ne sais plus quelle était l'échéance, 2050, etc., on ne vendra plus de polos, on les louera. Et on fera en sorte que par abonnement, en fait, on puisse évidemment renouveler la garde-robe parce que, et c'est très humain, on se lasse de nos vêtements. Sauf que malheureusement, cette industrie, c'est la 2e plus polluante au monde. Donc il faut trouver aussi des alternatives qui ne sont pas uniquement des alternatives produits, c'est aussi des alternatives de modèles économiques. Après tout ça, ça fait peur. Ça fait peur aux actionnaires, ça fait peur aussi aux employés, à notre écosystème de façon générale, aux fournisseurs, etc. Et alors nous, chez Fusalp, moi je leur ai dit c'est un jeu. Et finalement, cette histoire d'impact, d'abord, la première des choses, c'est d'arriver à le mesurer. Donc là, on a nos bilans carbone, évidemment. Ça permet quand même de savoir où on est les plus polluants ou pollueurs. Et ensuite, cette histoire de mesure, et c'est pour ça que je prends ça sous l'angle du jeu, parce qu'en fait, vos équipes, elles vont faire face à des contraintes en fait extraordinairement fortes, extraordinairement puissantes. Et si elles se disent pas, waouh, c'est un jeu, je vais gagner, c'est un jeu collectif évidemment, eh bien je pense qu'on n'y arrivera pas. Et ensuite, c'est comme tout. Je ne sais plus, c'était Lao Tzu ou un grand penseur chinois qui disait un voyage de 1000 pas commence par un pas. Bah, évidemment. Donc moi, j'ai fait un truc très très simple, contre d'ailleurs toutes mes équipes. Un jour, en comité de direction, je leur ai dit, écoutez, moi, ça suffit. On va étendre la garantie de 2 à 5 ans, puisqu'on est sans arrêt là à dire qu'on a les meilleurs produits, les produits les plus résistants, la qualité. Alors j'ai ça en tête parce que monsieur Lacoste, Bernard Lacoste, me répétait ça à longueur de journée, donc c'est resté ancré ici. Donc on va le démontrer et on va se mettre à risque en étendant la garantie à 5 ans avec une promesse de réparabilité à vie du produit. Promesse de réparabilité à vie du produit. Ça s'est jamais vu dans un vêtement aussi technique qu'un vêtement de ski qui a, pour vous donner un ordre d'idée, 90 composants différents pour les plus belles vestes de ski, évidemment les plus chères. Bref. Mais ensuite, pour revenir à ce que tu dis, Eric, c'est que vous avez des acteurs que je nommerai pas, notamment aux États-Unis. Vous avez un problème sur un vêtement. Le vêtement, il va traverser l'Atlantique une fois, il va retraverser l'Atlantique une deuxième fois. Donc ce qu'on a fait il y a 6 mois, c'est qu'on a commencé à installer des ateliers de réparation, validés évidemment par nos experts techniques, ingénieurs, partout où on vendait nos produits. Voilà, c'est déjà une première réponse. La deuxième réponse dans notre industrie, c'est de moins en moins de soldes. Pourquoi ? Parce que solde, c'est la conséquence d'une surproduction. Donc, mon plan, c'était solde 0 chez Fusalp. On est arrivé à 5% seulement, ce qui est déjà pas mal, de produits qui sont vendus en solde. Mais il faut aller le plus haut possible. Alors, je sais bien que ça dépend des industries, c'est pas si facile à faire. Il faut anticiper les besoins et donc la demande. Je dis souvent que la fonction la plus difficile dans nos métiers, c'est la fonction achat. Parce qu'il faut se projeter à des horizons de 18 mois, 24 mois, etc. Donc, ce n'est pas facile. Mais je crois déjà que si on arrivait à diminuer tout ça, à diminuer les productions, les surproductions, faire en sorte qu'on ait des produits de grande qualité, ça serait déjà une première ou belle étape de franchie. Super, merci. Il va être temps de conclure. En conclusion, très rapidement, est-ce que vous pouvez formuler un vœu ? Donc là, on travaille sur l'horizon 2028-2030, les prochains JO à Los Angeles, sur la compétitivité du sport business français et l'émergence de nouveaux champions. Je ne sais pas si vous avez un vœu que vous aimeriez voir réalisé à horizon 2028. Alors attends, je vais prendre la parole et puis après, je promis, je vous la laisse. Il est inspiré. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, en 1984, je suis dans un avion pour Los Angeles. Ah ouais. C'est quand même, donc, quand tu mets 2028 Los Angeles, je me replonge, j'ai 15 ans. À mes côtés, il y a la compagne de Thierry Vigneron qui gagne la médaille de bronze à la perche et c'est Quignon qui gagne l'or.
Donc on a quand même 2 Français parmi les 3 premiers. Donc si on appliquait ça à notre sport business en se disant dans les différentes verticales, les différents sports, on se projette et on se dit en 2028, eh bien on arrive à placer des leaders dans les sports qui sont les sports clés, avec évidemment derrière en trame de fond les JO, ça serait fabuleux. Après, il y a un deuxième vœu qu'on peut formuler, c'est que le sport, ça reste les États-Unis. Qu'on se le dise ou pas. Alors évidemment, peut-être que c'est moins vrai pour le judo, le handball, etc. Mais ça reste le territoire du sport mondial. Et je pense que notre médaille d'or en tant qu'entrepreneur, c'est lorsque commence à avoir du succès aux US. Parce que c'est évidemment hautement concurrentiel, que c'est un marché très compliqué, qui reste très compliqué, à mon avis. Et là, voilà, donc je nous souhaite de réussir aux US pour 2028. Alors, à la fin, il faut que tu nous montres ton t-shirt, parce qu'on a beaucoup parlé de Bernard, qui est le fils de René, et j'aime beaucoup la phrase qui est là, parce que c'est un formidable champion, René Lacoste, c'est un formidable entrepreneur, innovateur, et c'est bien qu'il parle du fair play, mais je pense que c'était vrai pour le business aussi. Non, le vœu, ce qui rejoint un peu ce que tu dis, pour moi, et je le prends à la source, de dire, le monde de demain, c'est les enfants, c'est nos enfants. Et je pensais que tu allais dire ça quand tu as parlé des États-Unis. Tu l'as pris sur le business. Et oui, c'est d'abord pour le business. Et c'est quand même eux qui donnent une tendance qui est importante. Et si je le regarde d'un angle franco-français, même si on a beaucoup parlé d'international, j'aimerais bien qu'on s'inspire du monde anglo-saxon pour faire que le sport a de la valeur à l'école, en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, en France, soit tu es bon à l'école, soit tu es bon en sport, mais ça ne peut pas aller ensemble. Et moi, je trouve ça dramatique, psychologiquement. Et si on veut gagner des Jeux Olympiques, il faut qu'on ait des enfants qui fassent du sport. Il faut qu'ils voient ça comme quelque chose de positif et pas être un raté de l'école si on réussit le sport. Ce qui est quand même un gros handicap de la France. Et je pense que, j'espère, en tout cas, on contribue à ça, que les JO ici vont contribuer aussi à faire ça. Ça paraît tellement naturel. On a un concurrent qui s'appelle ASICS qui dit, ça veut dire anima sane in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Enfin, l'école, elle est là pour ça. Partout sauf en France, apparemment. Donc voilà, mon vœu, c'est que ça devienne partie de nous. Comme je l'ai dit, le Covid a fait réaliser aux gens que pour être en bonne santé, il faut faire du sport. Il faut juste, ça commence à l'école, qu'on entend ça dans nos vies tout le temps. Effectivement, finalement, l'industrie du sport, le sport en lui-même, ça existait déjà dans l'Antiquité, mais l'industrie du sport, ça existe depuis que les gens ont du temps pour faire des loisirs. Donc, en gros, ça existe depuis le XXe siècle. Et ce qu'on peut espérer pour l'avenir, c'est qu'effectivement, la répartition du temps des gens, qui est quand même en train d'évoluer avec de plus en plus de temps pour les loisirs, et une répartition travail-loisir qui est meilleure, s'inspire du modèle américain ou du modèle scandinave. En Norvège, les activités professionnelles ou scolaires s'arrêtent à 15h, et de 15h à 19h, on fait du sport. Et pour moi, c'est mon vœu le plus cher, d'abord pour l'industrie du sport, puisqu'on est là pour ça, mais pas que. Moi, mon cœur est aussi dans la santé, et le sport, derrière, faire bouger les gens, c'est maintenir leur capital santé, c'est qu'ils se sentent bien dans leur tête, bien dans leur corps, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment très âgés. Et donc ça, je pense qu'on peut se souhaiter ça pour 2028. Le rendez-vous est pris. C'est de beaux défis collectifs qu'on va essayer de tous relever. Un grand merci, Isabelle, Alexandre. On aura le numéro du vol Air France pour Los Angeles en 2028. Ouais. J'espère que ça va plu. On est encore à disposition si vous avez des questions. À très bientôt. Bonne fin de journée.